Ce à quoi nous assistons n'a rien d'un simple regain de tension. C'est un véritable changement de paradigme. Depuis l'Ukraine, des séquences vidéo récemment rendues publiques montrent qu'un pilier essentiel du réseau énergétique national, une centrale thermique d'importance stratégique, a été frappé de plein fouet, puis mis hors d'usage. Ce n'est ni un coup porté au hasard, ni un geste purement symbolique. C'est une opération méthodiquement orchestrée visant à déstabiliser la colonne vertébrale énergétique du pays. Et les ondes de choc se propagent déjà bien au-delà des clôtures de la centrale visée. Durant plusieurs semaines, le front semblait s'être figé, comme ralenti. Les frappes russes, autrefois intenses et fréquentes contre les infrastructures électriques, s'étaient faites plus discrètes. Certains y ont vu un signe de modération, peut-être dicté par des considérations diplomatiques, les conditions hivernales, ou encore la conviction que Moscou avait déjà fait suffisamment de dégâts lors des précédentes vagues de bombardements. L'idée que la tempête pourrait attendre s'est confortablement installée dans les esprits. Mais cette illusion, douce et rassurante, s'est fracassée sur la réalité. L'erreur d'analyse était non seulement naïve, elle était surtout terriblement dangereuse. Les forces ukrainiennes, soutenues par leurs partenaires, ont intensifié l'usage de drones contre le territoire russe, y compris dans des zones éloignées de la ligne de front. Une partie de ces appareils a été interceptée, mais certains ont franchi les défenses et ont touché des infrastructures. Les autorités russes ont également évoqué des impacts dans des zones résidentielles et ont confirmé des victimes civiles dans des régions frontalières. Du point de vue de Moscou, cela a constitué un changement de seuil. Ce qui était présenté comme une pression limitée est désormais décrit comme une atteinte directe au territoire russe. La Russie a alors promis une réponse présentée comme inoubliable. Très vite, cet avertissement a pris forme. La frappe contre la centrale thermique ukrainienne apparaît comme un coup ciblé. Le nom et la localisation exacte du site n'ont pas été immédiatement confirmés par les autorités ukrainiennes et ce silence est révélateur. Dans une guerre moderne, ne pas nommer une cible peut signifier qu'elle demeure vulnérable. Donner trop de détails peut faciliter une répétition de frappes. Kiev a donc visiblement choisi de limiter les informations publiques tout en reconnaissant l'ampleur de l'atteinte. Les dégâts sont considérables. Une centrale thermique n'est pas un ouvrage que l'on remet en service en quelques jours. Ce sont des systèmes complexes assemblés sur des décennies où la destruction d'un seul maillon critique peut immobiliser l'ensemble. Turbines, transformateurs, systèmes de contrôle, conduites, capteurs, postes de distribution et équipements de raccordement peuvent être rendus inutilisables en une seule attaque. Les réparations exigent du temps, des pièces spécialisées, une main-d'œuvre qualifiée et des conditions de sécurité que la guerre rend difficile à réunir. C'est aussi pour cela que les autorités ukrainiennes ont adopté une démarche inhabituelle en facilitant l'accès de journalistes sur place. Historiquement, Kiev a souvent cherché à minimiser les dégâts sur les infrastructures pour préserver le moral et éviter de signaler des fragilités. Cette fois, la destruction est telle qu'elle ne peut pas être dissimulée. En ouvrant le site aux médias, Kiev entend prouver l'impact, documenter l'ampleur du choc et rappeler à la communauté internationale que l'énergie est désormais l'un des champs de bataille centraux. Cette stratégie de communication marque un tournant. Plutôt que de cacher les dégâts, l'Ukraine choisit de les exposer, de transformer la destruction en arme diplomatique, en appel à l'aide internationale. En preuve tangible que la guerre ne se joue pas seulement au front, mais aussi dans les salles de contrôle et les réseaux électriques, les conséquences en sont immédiates et nationales. Le réseau électrique ukrainien fonctionnait déjà sous tension extrême, entre coupures tournantes, rationnement d'urgence et dépendance accrue aux soutiens extérieurs. La perte d'une installation supplémentaire resserre encore l'étau, surtout en période hivernale, quand le chauffage, l'approvisionnement en eau, les hôpitaux, les transports, les communications et les services publics reposent sur une stabilité électrique minimale. Une panne prolongée ne signifie pas seulement l'obscurité, elle fragilise aussi la chaîne de soins, la distribution, la sécurité civile et l'activité économique. Sur le plan stratégique, cette frappe s'inscrit dans une logique plus vaste. L'objectif russe ne se limite plus à la bataille au front. La cible, désormais, c'est l'arrière. Les infrastructures d'énergie, les nœuds logistiques, les relais économiques et les éléments essentiels à la vie quotidienne deviennent des objectifs prioritaires. L'intention est double. Affaiblir la capacité ukrainienne à soutenir son effort militaire
et épuiser la société sur la durée en aggravant les contraintes économiques et sociales. La pression énergétique se transforme directement en pression économique. Des industries ralentissent ou s'arrêtent, des chaînes d'approvisionnement se grippent, les coûts de fonctionnement explosent et la vie quotidienne se dégrade. Chaque installation frappée représente des années d'investissement effacées en quelques secondes. La reconstruction se chiffre en milliards, des fonds que l'Ukraine ne possède pas et qu'elle doit demander à ses partenaires, eux-mêmes soumis à des arbitrages politiques, à des débats publics et à des contraintes budgétaires. Il y a aussi une dimension psychologique. Quand l'électricité manque, que le chauffage devient incertain et que les familles vivent dans l'angoisse des coupures, l'endurance collective est mise à l'épreuve. Moscou parie sur une fatigue sociale, sur l'érosion de la confiance envers les dirigeants et sur un affaiblissement progressif de la cohésion nationale. Dans cette approche, frapper l'énergie ne vise pas seulement le courant, mais la capacité d'un pays à fonctionner et à tenir dans le temps. C'est une guerre d'usure où chaque jour sans électricité pèse sur le moral, où chaque famille qui grelotte dans le froid devient un argument pour ceux qui plaident pour une négociation, pour un compromis, pour un arrêt des combats à n'importe quel prix. Moscou ne cherche pas nécessairement à conquérir chaque ville par les armes. Elle cherche à rendre la résistance insoutenable, à transformer le quotidien en calvaire, à faire en sorte que la population elle-même demande la fin de la guerre, quelles qu'en soient les conditions. Dans le même temps, la Russie cherche à montrer que ses capacités de frappe demeurent intactes. Malgré les sanctions, malgré les pertes et malgré les discours annonçant un affaiblissement, Moscou démontre qu'elle peut encore planifier et exécuter des frappes à fort impact. Les tactiques évoluent, les profils d'attaque s'adaptent et l'objectif est de déjouer les défenses en exploitant les limites inévitables d'un dispositif qui ne peut pas couvrir chaque site, chaque heure, sur tout le territoire. Pour Kiev et ses soutiens, cette réalité est brutale. Aucun système de défense n'est infaillible. Protéger en permanence chaque infrastructure critique exigerait des ressources presque illimitées, des radars, des intercepteurs, des stocks et une coordination constante. Une stratégie de ciblage sélectif permet à l'assaillant d'obtenir un maximum de perturbations avec un nombre limité de frappes, en visant ce qui fait le plus mal au fonctionnement de l'État plutôt qu'en frappant partout. Et c'est exactement ce que la Russie fait. Elle n'a pas besoin de détruire toutes les centrales électriques. Il suffit d'en détruire quelques-unes stratégiquement choisies pour déstabiliser l'ensemble du réseau. Parce que les réseaux électriques sont interconnectés. Parce qu'ils fonctionnent sur des équilibres fragiles entre production et consommation, entre charge et capacité. Retirer un maillon clé et c'est tout le système qui vacille. La guerre entre ainsi dans une phase plus dure. Une guerre d'endurance où le facteur temps devient central. Le front reste décisif, mais l'issue peut se jouer loin des tranchées, dans les salles de contrôle, dans les transformateurs, dans les réseaux de distribution et dans les foyers plongés dans l'obscurité. L'enjeu n'est plus seulement de tenir une ligne, mais de maintenir un pays fonctionnel, capable de produire, de soigner, d'acheminer et de se chauffer, tout en poursuivant l'effort de défense. Pour l'Ukraine, ce défi est immense. C'est rétablir l'électricité, préserver le moral, soutenir les forces militaires et protéger les civils simultanément. Pour la Russie, le message est clair. L'escalade peut être calibrée, ciblée et dévastatrice. Et les infrastructures resteront un champ de bataille à part entière tant que la dynamique actuelle se poursuit. Dans cette logique, chaque réparation retardée et chaque coût supplémentaire pèse comme une pression stratégique. Chaque jour où une centrale reste hors service est une victoire tactique. Chaque milliard dépensé en réparation d'urgence est un milliard qui ne va pas à l'armée, qui ne va pas aux missiles, qui ne va pas aux drones. C'est une guerre économique autant que militaire. Les implications internationales sont tout aussi lourdes. Les perturbations énergétiques en Ukraine affectent la stabilité régionale, les conditions humanitaires et les perspectives de reconstruction à long terme. Elles posent aussi des questions aux alliés. Comment accélérer les réparations? Comment sécuriser les équipements? Comment soutenir les services essentiels? Et comment éviter que les coupures répétées ne se transforment en crise durable? Cette attaque rappelle enfin que l'énergie, au cœur de l'économie et de la cohésion sociale, est devenue une arme et une vulnérabilité majeure. Cette frappe n'est pas un titre de plus, c'est un signal. La guerre se durcit en une guerre d'usure, où les infrastructures comptent autant que les soldats et où les coûts s'accumulent sans relâche pour les populations.
Le choc de cette attaque pourrait ouvrir une séquence plus méthodique et plus coûteuse, dans laquelle chaque kilowatt devient un enjeu stratégique. Ce que nous observons n'est pas simplement une escalade militaire. C'est une redéfinition de ce qu'est la guerre moderne. Ce n'est plus seulement une question de chars, d'avions et de soldats. C'est une question de résilience nationale, de capacité à maintenir une société fonctionnelle sous pression extrême, de volonté collective à endurer. Et dans cette équation, l'énergie devient l'alpha et l'oméga. Sans électricité, pas d'hôpitaux fonctionnels. Sans électricité, pas de transport fiable. Sans électricité, pas d'industrie productive. Sans électricité, pas de communication efficace. Sans électricité, pas de chauffage en hiver. Et sans chauffage en hiver, dans un pays comme l'Ukraine, c'est la survie même qui est en jeu. Moscou le sait. Kiev le sait. Les alliés de l'Ukraine le savent, et c'est pourquoi cette frappe contre une centrale thermique, aussi technique qu'elle puisse paraître, est en réalité l'un des coups les plus stratégiques portés depuis longtemps, parce qu'elle touche au nerf vital, parce qu'elle transforme la guerre en épreuve quotidienne pour chaque famille ukrainienne, parce qu'elle force Kiev à faire des choix impossibles entre défendre le front et maintenir les lumières allumées à l'arrière, parce qu'elle teste la limite de ce qu'une société peut endurer avant de craquer. C'est une guerre d'attrition dans sa forme la plus brutale, et le résultat ne se mesurera pas en kilomètres carrés reconquis ou perdus. Il se mesurera en capacité à tenir, à résister, à reconstruire plus vite que l'adversaire ne peut détruire. Il se mesurera en volonté collective à ne pas plier, à ne pas céder, à ne pas abandonner malgré l'obscurité, malgré le froid, malgré l'épuisement. Pour l'instant, l'Ukraine tient, mais chaque frappe comme celle-ci rend cette tenue plus difficile, plus coûteuse, plus incertaine. Et c'est précisément l'objectif recherché par Moscou. Pas nécessairement briser l'Ukraine en un seul coup, mais l'user, l'affaiblir, la saigner lentement jusqu'à ce que la résistance devienne insoutenable. La question n'est plus de savoir si la Russie continuera à frapper les infrastructures énergétiques. La question est de savoir combien de temps l'Ukraine pourra continuer à les réparer, à les protéger, à maintenir un semblant de normalité dans un pays en guerre totale. Et cette question, personne ne peut y répondre avec certitude, parce que nous sommes entrés dans une phase où l'issue ne dépend plus seulement des armes, mais de la capacité à endurer l'inimaginable. Qu'en pensez-vous? L'Ukraine pourra-t-elle tenir face à cette guerre d'usure ou est-ce... Si cette analyse vous a éclairé, laissez un like, abonnez-vous et partagez votre avis en commentaire pour continuer la discussion.